Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi de vous retrouver pour un sujet qui, on va pas se mentir, est absolument partout en ce moment. Bonjour Sam. Et oui, c'est vrai que pas un seul jour ne s'écoule sans qu'on entende ce fameux terme, l'intelligence artificielle. C'est devenu une vraie litanie en fait, un bruit de fond permanent quoi. Vous utilisez un simple moteur de recherche, c'est de l'IA, la reconnaissance vocale sur votre téléphone. Encore de l'IA. Voilà, un logiciel d'investissement, un diagnostic médical et bien sûr la fameuse promesse de la voiture autonome Qui revient sur le tapis chaque année, on la connaît bien celle-là. c'est ça. L'étiquette IA est littéralement placardée partout. Et ce qui me frappe, c'est à quel point le discours ambiant est extrêmement polarisé. D'un côté, on a vraiment l'impression d'être à l'aube d'une révolution magique, hein. Une époque où les machines vont tout faire, tout comprendre et régler absolument tous les problèmes de l'humanité. Ouais, le fameux solutionnisme technologique. Et puis, de l'autre côté, on nous vend la peur absolue, quoi. La domination totale par les algorithmes, la fin du monde libre. Un mélange assez indigeste de scientisme aveugle et de marketing très agressif, pour le coup. Exactement. Et la question qui se pose pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de savoir ce qui se cache réellement derrière cet écran de fumée. Et c'est exactement la mission de notre plongée d'aujourd'hui. On va s'appuyer sur l'excellent ouvrage d'Axel Sippel, intitulé « Au cœur de l'intelligence artificielle, des algorithmes à l'IA forte ». C'est un livre qui agit vraiment comme un antidote. Un antidote nécessaire aux fantasmes qu'on nous vend depuis la Silicon Valley. Et ce qui est formidable avec cet ouvrage, c'est qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Que l'on soit un manager qui doit gérer la fameuse transformation digitale de sa boîte, un étudiant ou juste un esprit curieux qui veut comprendre la mécanique derrière les mots à la mode. Et surtout, sans avoir besoin d'un doctorat en mathématiques. Ça, c'est un point essentiel. L'idée, c'est pas de noyer les gens sous des équations complexes, mais de leur donner des clés de compréhension à la fois philosophiques et techniques. Bon, décortiquons ça. La grande problématique qui va traverser notre analyse aujourd'hui est quand même assez vertigineuse. Cette promesse d'une IA forte, donc une machine dotée d'une véritable conscience, capable de nous concurrencer sur le plan intellectuel, émotionnel, Est-ce que c'est une inévitabilité scientifique ou juste une vaste illusion philosophique vendue par les géants de la tech? C'est la grande question. c'est notre objectif du jour. Faire ce cheminement. On va partir des simples lignes de code pour atteindre les sommets de la philosophie cognitive, tout en gardant les pieds fermement ancrés dans la réalité de ce qu'est un ordinateur. C'est un programme chargé, hein, mais tout à fait nécessaire. Et pour vraiment comprendre l'enjeu, je pense qu'il faut d'abord redescendre sur Terre. Il faut définir ce qu'est réellement l'IA aujourd'hui, bien loin des robotures qu'on voit au cinéma. Très bonne idée. Historiquement, l'informatique fonctionnait sur un modèle très différent, non? Un modèle plutôt explicite. C'est ça. Dans l'informatique traditionnelle, le programmeur classique tape ses lignes de code et dicte à la machine des règles hyper précises. Des étapes qui sont connues à l'avance. C'est ce qu'on appelle un paradigme déductif. D'accord, donc du genre, si la condition A est emplie, alors tu exécutes l'action B. Exactement. C'est un peu comme une recette de cuisine très stricte en fait. On dit à la machine, tu mets 200 grammes de farine, t'ajoutes 2 œufs, tu cuis à 180 degrés pendant 20 minutes et paf, tu auras un gâteau. C'est une très belle image. Mais ce que l'on appelle aujourd'hui couramment l'IA, c'est en réalité l'apprentissage automatique, ou le machine learning. Et là, le paradigme a complètement basculé. C'est-à-dire qu'on passe de l'explicite à l'implicite. Absolument. On jette la recette de cuisine. Ah, on la jette carrément. On la jette. À la place, on fournit à la machine des milliers, voire des millions de photos de gâteaux réussis, mais aussi de gâteaux brûlés, de gâteaux pas assez cuits, et on laisse des algorithmes s'entrayer pour déduire eux-mêmes les probabilités. Donc ils trouvent eux-mêmes les liaisons mathématiques qui font un bon gâteau. La machine déduit les règles directement à partir de la donnée brute. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est le secret technique que l'auteur met en lumière. Cette IA moderne, qui nous semble si incroyablement intelligente, elle ne repose absolument pas sur de nouvelles mathématiques magiques qu'on aurait inventées la semaine dernière. Ça, franchement, c'est le point qui m'a le plus frappé en préparant cette émission. Quand on écoute les discours commerciaux actuels, on a l'impression qu'une toute nouvelle science vient d'être découverte, qu'on a enfin percé le secret du cerveau humain. C'est l'illusion parfaite. En réalité, l'IA d'aujourd'hui repose sur des techniques d'optimisation mathématique qui sont parfois extrêmement anciennes. On parle de méthodes comme la descente de gradient qui remontent carrément aux travaux de Newton. Newton? Donc on parle du XVIIe siècle là. Oui, tout à fait. Mais concrètement, comment on peut expliquer cette fameuse descente de gradient, sans perdre ceux qui nous écoutent?
Alors, imaginons qu'on lâche quelqu'un, les yeux complètement bandés, au sommet d'une grande chaîne de montagnes. Son seul et unique objectif, c'est de trouver le point le plus bas de la vallée, l'extrémum, pour y installer son campement. D'accord. Mais comme la personne a les yeux bandés, elle peut pas juste regarder au loin pour voir où se trouve la vallée en bas. Non, elle ne voit pas la situation globale. L'algorithme est tout aussi aveugle. Alors, que va faire cette personne sur sa montagne? Elle va utiliser son pied pour tâtonner prudemment autour d'elle, repérer dans quelle direction le sol descend le plus abruptement, et hop, elle fait un petit pas dans cette direction. Et ensuite, elle recommence. Elle tâte le sol, elle trouve la pente qui descend le plus, elle fait un autre pas. C'est ça. Et elle boucle ce processus encore et encore, jusqu'à ce que, peu importe la direction dans laquelle elle tâte avec son pied, le sol remonte. Ce qui veut dire qu'elle est enfin arrivée tout au fond de la vallée. Et voilà, c'est ça la fameuse descente de gradient. C'est simplement trouver un point optimal pour réduire une marge d'erreur. Exactement. Et si cela semble si nouveau et si incroyablement puissant aujourd'hui, c'est uniquement grâce à deux facteurs récents. La puissance de calcul phénoménale de nos ordinateurs modernes et l'accès à des quantités massives de données, le fameux big data. La machine est capable de faire ces millions de petits pas sur la montagne en quelques millisecondes en fait. Absolument. C'est une simple mise au goût du jour numérique de principes mathématiques très anciens. Et de ce fait, c'est fondamental de comprendre que tout ce processus cherche avant tout à établir des corrélations statistiques. La machine repère des motifs récurrents, des répétitions dans les données. Oui, elle gère brillamment la syntaxe, la forme, l'agencement des éléments. Mais attention, elle n'a absolument aucune compréhension sémantique. Elle ne comprend pas le sens profond de ce qu'elle calcule. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette distinction entre la syntaxe et la sémantique, entre la forme et le sens, ça révèle les véritables infirmités inhérentes à ces technologies. Tout à fait. Puisque la machine cherche des corrélations statistiques sans comprendre le sens, elle ignore totalement la notion de causalité. Le livre donne d'ailleurs un exemple très éclairant sur cette différence fondamentale, avec les forces de l'ordre. Ah oui, c'est un biais classique et très dangereux. Il est statistiquement prouvé qu'il y a une plus forte présence de policiers dans les quartiers où le taux de criminalité est élevé. Les deux courbes montent en même temps sur un graphique. C'est une corrélation statistique très forte. Mais un algorithme dénué de sens logique, qui ne comprend pas du tout comment fonctionne la société humaine, pourrait tout à fait en déduire que c'est la présence de la police qui cause le crime. C'est fou quand on y pense. Et c'est là qu'on voit les dégâts potentiels. Imaginons qu'on utilise ce genre de modèle pour des logiciels de police prédictive. L'algorithme se dirait, très logiquement, selon ses maths, pour réduire le crime, il faut retirer la police. Ou alors, à l'inverse, si on lui donne comme objectif de maximiser les arrestations pour prouver son efficacité, il enverrait toujours plus de patrouilles dans un quartier spécifique. Ce qui ferait mécaniquement augmenter le nombre d'interventions et d'arrestations mineures dans cette zone particulière. Ce qui renforcerait encore les données de l'algorithme, lui confirmant que ce quartier est extrêmement criminel. C'est une boucle de rétroaction infernale. L'algorithme a une approche inductive. Il généralise à partir de ces données d'entraînement. Donc si le monde réel contient des biais sociaux, ce qui est le cas, le modèle va les reproduire, les valider mathématiquement et surtout les amplifier. On se retrouve face au fameux problème de la boîte noire. L'algorithme devient tellement complexe, il gère tellement de paramètres en même temps, qu'il devient impossible pour un cerveau humain de justifier le cheminement exact d'une décision prise par la machine. C'est très inquiétant. Mais prenons un autre exemple très concret, abordé dans l'ouvrage, qui touche cette fois à la création artistique. L'auteur parle des images générées par la machine, notamment ces fameuses images de chambres à coucher créées par des réseaux antagonistes génératifs, les GAN. Oui, c'est un excellent exemple de l'illusion de l'intelligence. Quand on regarde ces images de chambre pour un œil humain, le résultat semble relever de la pure créativité. On a vraiment l'impression que la machine a imaginé une chambre de toutes pièces avec son propre style créatif. Alors que ce n'est pas du tout une création ex nihilo sortie de nulle part. Pas du tout. L'auteur explique très rigoureusement que cette génération d'images n'est qu'une combinaison extrêmement complexe, mais purement déterministe, de poids algorithmique. L'algorithme a été nourri avec des millions de photos de chambres réelles. Il a simplement repéré statistiquement qu'un lit se trouve souvent sur le sol, qu'une fenêtre laisse entrer de la lumière, qu'un oreiller est souvent posé sur le lit. L'IA ne crée donc rien de nouveau en soi, elle se contente d'optimiser à partir du passé. Elle recombine des éléments existants selon un modèle mathématique implacable. Et cela soulève une question importante, vraiment vertigineuse, sur notre propre vision du monde.
Ah oui, laquelle? Eh bien, cette illusion de l'autonomie et de la créativité de la machine, elle nourrit en fait une vision de la société qui est profondément déterministe. C'est-à-dire que si on accepte l'idée qu'un algorithme peut parfaitement modéliser, comprendre et prédire le comportement humain à partir de données passées, on sous-entend indirectement qu'il n'y a plus aucune place pour notre libre arbitre. C'est exactement ça. Si tout est prédictible mathématiquement, l'être humain n'est plus qu'une équation à résoudre. C'est glaçant. Or, l'ouvrage s'appuie sur des réflexions de grands chercheurs comme le mathématicien Cédric Villani ou le logicien Jean-Yves Girard pour rappeler une chose fondamentale. La véritable intelligence ne se résume pas du tout à l'optimisation d'un résultat. L'intelligence véritable nécessite le droit à l'erreur, le tâtonnement, l'imprévisibilité même. C'est en se trompant de chemin, en faisant des choix apparemment irrationnels sur le moment, que naissent les véritables fulgurances créatives. Des éléments dont l'électricité qui circule de manière binaire dans des circuits intégrés en silicium est totalement dépourvue, par définition. La machine ne peut pas choisir de faire une erreur de manière spontanée pour voir ce que ça fait. Elle est condamnée à optimiser en boucle. En parlant de ça, ça me fait penser au passage sur le transhumanisme dans le livre. Franchement, ça donne le vertige. Il y a cette idée très présente, portée par des figures comme Laurent Alexandre dans son livre « La guerre des intelligences », qu'on va finir par être complètement dépassé. Oui, cette fameuse idée d'une hybridation inévitable de l'humain et de la machine. L'idée qu'il faudra s'implanter des puces dans le cerveau juste pour que nos enfants ne deviennent pas des cancres face à la puissance des algorithmes. Et ce qui est brillant avec l'approche d'Axel Sippel, c'est qu'il démonte cette rhétorique de l'inévitabilité. Et il le fait non pas sur un plan politique, mais sur un plan purement logique et mathématique. Si on relie ça au tableau d'ensemble, il met le doigt sur ce qu'il identifie comme une erreur philosophique majeure, la confusion matérielle. C'est-à-dire, quel est cet amalgame exactement? Le courant transhumaniste, ou en tout cas ceux qui prédisent l'amènement imminent d'une IA forte et consciente, procèdent d'un amalgame technique assez simple. L'argument central consiste à croire qu'en additionnant de multiples IA faibles, Donc de super-optimiseurs, capables de réaliser des tâches très spécifiques, comme battre un champion au jeu de Go ou traduire un texte instantanément. voilà, ils pensent qu'en les empilant, on finira spontanément par voir émerger une IA forte, dotée d'une conscience globale. C'est une extrapolation totalement hasardeuse. C'est un peu l'idée que si on empile suffisamment de calculatrices très performantes sur un bureau, elles finiront par écrire un poème de Mallarmé ou éprouver de la mélancolie en regardant la pluie tomber par la fenêtre. L'analogie est très parlante, une calculette géante reste une calculette. L'auteur souligne d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'IA ne peut même pas transférer d'elle-même ses connaissances d'un domaine à un autre. Ce qui est pourtant une faculté basique de l'intelligence humaine. L'analogie, Un algorithme entraîné à jouer aux échecs est parfaitement incapable de comprendre les règles du morpion sans être totalement reprogrammé par un humain. absolument. Mais l'argumentation d'Axel Sippel va encore plus loin dans le livre. Il s'attaque au problème par la logique mathématique pure, en opposant le monde du continu et le monde du discret. Alors, attendez, je vais être sûr de bien saisir ce point central, sur le continu et le discret. Parce que c'est vraiment le cœur de l'argument contre la possibilité d'une IA forte. Quand on parle de discret, on parle du fait que l'ordinateur fonctionne fondamentalement avec des 1 et des 0. C'est bien ça, hein? Des étapes très délimitées, des nombres finis. C'est tout à fait ça. L'ordinateur s'inscrit dans l'ensemble des entiers naturels, il procède obligatoirement à une troncature de la réalité physique pour pouvoir la modéliser et la traiter. Il découpe la réalité en petits morceaux mesurables. Alors que le monde vivant, lui, ne fonctionne pas par à-coups ou par tranches. À l'inverse de la machine, le monde vivant, le cerveau, la véritable pensée, s'inscrit dans un continuum physique et temporel. C'est ce qu'on appelle un infini actuel. L'intelligence humaine surgit du temps et de cette continuité fluide. C'est comme essayer de recréer le courant d'un fleuve sauvage uniquement avec des photographies. Même si on prend 1 million de photos ultra précises par seconde de ce fleuve, ça restera toujours une succession d'images figées, découpées. Ça ne sera jamais de l'eau qui coule. L'image est parfaite. L'ordinateur, en raison de son ancrage dans le monde discret et fini, ne peut pas atteindre cette continuité du vivant. C'est fascinant de voir ça sous cet angle. C'est pourquoi, selon la démonstration implacable de l'ouvrage, l'ordinateur conscient, cette IA forte, tant redoutée ou espérée, reste une impossibilité logique avec l'architecture informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. La machine simule brillamment des fonctions cognitives isolées, mais l'esprit n'est pas une somme d'algorithmes. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Comment on applique cette grille de lecture dans notre vie de tous les jours, au travail ou simplement face aux actualités? Parce que l'objectif de ce livre, et notre discussion, c'est quand même de nous doter d'un véritable bouclier intellectuel contre le jargon ambiant.
Je dirais que le premier réflexe à adopter, c'est de changer notre manière de consommer l'information technologique. C'est-à-dire? Face à une nouvelle annonce tapageuse, affirmant qu'une intelligence artificielle a fait une découverte incroyable ou qu'elle a agi de manière totalement autonome, il faut systématiquement se poser deux questions fondamentales. Lesquels? Premièrement, quelles sont les données exactes qui ont été utilisées pour la nourrir et l'entraîner? Et deuxièmement, quel a été le critère d'optimisation mathématique choisi? Et il faut toujours se rappeler que ce critère est systématiquement choisi par l'humain derrière la machine. Ce n'est jamais la machine qui décide d'elle-même de ce qui est bien ou mal. C'est vraiment le point névralgique. Prenons l'apprentissage par renforcement, par exemple. C'est souvent présenté à tort dans les médias comme le sommet absolu de l'autonomie, parce que la machine apprendrait soi-disant seule par un système de récompense et de punition. Comme si elle s'éduquait toute seule. Sauf qu'il faut toujours garder à l'esprit que c'est un concepteur humain, avec ses propres biais, ses propres préjugés et ses propres objectifs commerciaux, qui configurent ce qui constitue une récompense. La machine ne peut pas changer ses propres objectifs, l'outil algorithmique est totalement dénué d'autonomie morale ou philosophique. Ce qui nous amène à une conclusion assez pragmatique pour notre monde actuel. Ce qui est mis en lumière ici, c'est que le véritable danger, à court et moyen terme, ce n'est pas du tout le réveil soudain de Skynet, ou l'apparition d'une conscience artificielle hostile qui viendrait asservir l'humanité à la matrice. Non, le danger est beaucoup plus prosaïque. Et surtout beaucoup plus économique. Absolument. En effet, le livre oriente notre vigilance vers une réalité immédiate et bien concrète. Le monopole économique des géants du numérique, les fameux GAFAM. La force colossale de ces entreprises ne réside absolument pas dans la détention secrète de la clé de l'intelligence artificielle universelle. Leur vraie force, c'est l'infrastructure. C'est leur capacité à amasser des masses torrentielles de données sur nos vies privées et à posséder la puissance de calcul physique, les immenses fermes de serveurs, nécessaires pour faire tourner ces algorithmes d'optimisation titanesques. Ils se positionnent comme une fine couche indispensable entre tous les producteurs de services et la multitude des consommateurs. Et c'est là qu'est le vrai risque quotidien. L'utilisation massive de ces puissants algorithmes de corrélation pour influencer nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Orienter subtilement nos comportements d'achat, nos intentions de vote, capter notre temps d'attention sur les écrans. Et capter la valeur de manière totalement invisible. La technologie est utilisée pour nous modéliser, nous profiler et nous maintenir dans des cases prédictibles, au service d'objectifs purement commerciaux. C'est un contrôle social sous-jacent qui ne nécessite aucune conscience artificielle, juste de très bonnes statistiques. C'est un changement de perspective vraiment salutaire de la part de l'auteur. En fin de compte, l'intelligence artificielle est une discipline qui souffre énormément de ses propres mythes. Elle est parfois raillée pour ses échecs absurdes, comme quand un algorithme ultra sophistiqué confond un chat et un chien à cause d'un seul pixel mal placé. Ou, à l'inverse, elle est aveuglément admirée comme une sorte d'entité divine omnisciente. Mais avant tout, c'est une discipline profondément incomprise du grand public. Ce livre permet vraiment de remettre les pendules à l'heure avec beaucoup de rigueur. Il nous rappelle que l'IA est un outil technologique extraordinaire, fantastique pour la recherche de motifs complexes, la médecine prédictive ou le traitement massif d'images. Mais ce n'est en aucun cas une entité qui viendra concurrencer l'essence même de la pensée et de l'âme humaine. C'est une lecture qui remet l'humain au centre de l'équation, en démontant méthodiquement les mirages technologiques, et ça donne vraiment envie d'aller se confronter soi-même aux nuances mathématiques qui y sont expliquées si clairement. Tout à fait. Et pour clore cette réflexion aujourd'hui, il y a une idée assez provocatrice qui émerge de tout ce qu'on vient de dire et qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Je vous écoute. Puisque nous avons établi avec certitude que ces algorithmes, aussi bluffants soient-ils, sont fondamentalement ancrés dans le déterminisme, puisqu'ils ne font jamais qu'optimiser le futur en se basant sur la reproduction fidèle des données du passé. Oui. Eh bien, cela fait de la machine un gigantesque miroir de notre propre histoire. Un miroir qui reflète nos sociétés, avec toutes leurs imperfections et leurs biais? Exactement. Et sachant que les algorithmes ne font qu'optimiser ce futur prévisible, notre plus grande force face à la machine ne réside-t-elle pas, paradoxalement, dans notre capacité profondément humaine à être illogique, à douter, à changer d'avis et à commettre des erreurs inédites? C'est une excellente réflexion. Notre imprévisibilité devient notre atout majeur face à un système qui ne sait que calculer des probabilités sur ce qui a déjà existé. La vraie urgence, ce n'est pas d'avoir peur de ce que la machine va décider de faire de nous demain. La vraie question, c'est de savoir ce que nous, en tant que citoyens, allons choisir de projeter dans ce miroir pour les générations futures. Face à l'algorithme, la balle reste entièrement dans notre camp. C'est à nous de chérir notre imprévisibilité. Et sur cette pensée, notre exploration prend tout son sens. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle plongée.